Maegovanen Melinnin, et bienvenue sur Rolliphonique. Rolliphonique, c'est un actual play, autrement dit des parties de jeux de rôle enregistrées par des rôlistes qui sont en l'occurrence aussi comédiennes professionnelles ou amatrices. Ici, pas d'image, nous ne captons que le son, parce qu'en vrai, nous pensons que ça permet une immersion encore plus profonde dans la fiction. Dans cette idée d'ailleurs, nous montons nos épisodes, ajoutons musiques et ambiances, afin que le résultat final ressemble le plus possible à un feuilleton radio. C'est pour ça que vous n'entendrez que très peu les joueuses, mais presque exclusivement les personnages et la narration. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Nous ne trichons pas avec le jeu. Nous ne nous arrangeons pas avec les résultats des jets de dés et rien n'est scripté à l'avance. Parfois, nous refaisons certaines répliques où il y a eu des bafouillis, des problèmes de son, un jeu pas top ou une formulation pas claire. On change rien au sens, on fait juste en sorte que ça sonne le mieux possible. Alors calez-vous confortablement, avec un casque c'est encore mieux, fermez les yeux si vous pouvez, et laissez l'écran de l'imagination créer les images du film. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Dossier 1900 qui vous est présentée par l'association Manoir du Crime. Nous allons vous proposer de vivre une expérience unique, suivre une partie de jeu de rôle. Les personnes que vous allez entendre ce soir ne sont pas comédiens, ils ne suivent pas de texte et ils ne connaissent pas le scénario. Ils vont vivre l'histoire que le maître de jeu va leur proposer. Leurs choix et leurs réactions détermineront l'issue de l'aventure. Le jeu de rôle que nous vous proposons s'appelle Crime, un jeu de Yann Lefebvre aux éditions Sico. Les personnages seront plongés dans une sombre enquête dans le Paris de la Belle Époque, à l'aube du XXe siècle. Nos enquêteurs font tous partie d'un même groupe, une sorte de club. Tous ont un lien avec la police. Aujourd'hui, ils étudient les cas délaissés par les forces de l'ordre. Les membres de ce groupe sont Paul Ponce, champion du monde de lutte 1898. Incarné par Matthew Ford. Edmond Gustave Mauroy, 57 ans, grand magnat sidérurgique français. Interprété par Alexandre Dulac. Jeanne Lépine, secrétaire à la Sûreté de Paris et fille du préfet de police. Interprétée par Lucie Mérandon. Eugène Collin, journaliste au Sensationnel, 25 ans, journaliste issu de la classe ouvrière, et interprété par Grégoire Bouteiller. Le maître de jeu sera Benoît Ramos. Le scénario de ce soir s'intitule « À bicyclette ». Nous allons commencer par vous, mon cher monsieur Collin. Alors, ce matin, avant que tu ne rejoignes ton club pour votre petite réunion hebdomadaire afin de trouver les dossiers que vous allez étudier, une jeune dame t'a abordé, une femme d'une trentaine d'années. Colette Privat, elle a 33 ans, elle travaille dans une filature donc du 3e, rue de Grenelle. Son mari est décédé d'un accident il y a environ 3 ans de cela. Et son fils Gaston, âgé maintenant de 14 ans, a disparu depuis une semaine. Son fils, vois-tu, depuis la mort de son père, a commencé à fréquenter des gens fort peu recommandables, pour ne pas dire des apaches. Vous êtes tous réunis en cette journée de novembre 1899 dans un salon chic d'un des hôtels particuliers les plus cossus du 3e arrondissement qui donne sur le parc Monceau, chez Monsieur Mauroy, autour d'un bon thé ou d'une petite absinthe pour ceux qui aiment en prendre dès le bon matin. Eh bien, mon cher Edmond, en tout cas, c'est bien sympa de nous avoir invités à nouveau. C'est toujours avec plaisir. Oui, je sais bien. Tenez, vous pouvez me servir un petit peu d'absinthe, là, s'il vous plaît. Mais bien sûr. J'ai quelque chose ce matin, là, une dame. Là, j'étais en train de divaguer dans la rue. J'étais en train de marcher. Une dame qui vient me voir, une dame Colette Privat, elle s'appelait. Elle me dit que son fils a disparu et apparemment depuis quelque temps, il aurait tendance à fréquenter les apaches. Alors bon. Moi, je peux aller voir de mon côté un petit peu auprès de Monsieur Lantier, s'il connaît quelque chose, éventuellement. Mais voilà, je pense que ce serait pas mal qu'on s'y intéresse. Effectivement, ça semble avoir besoin de nous. J'imagine que la sûreté n'est pas sur l'affaire. Non, je n'en ai pas entendu parler au bureau. Bon. Il m'arrive, moi, d'avoir pas mal de jeunes apaches qui essayent de venir s'entraîner dans le club de lutte. Peut-être pouvons-nous y regarder. Ça peut être un début de piste. Alors, chers enquêteurs, que décidez-vous ? Monsieur Ponce. Oui, je pense que je peux déjà me renseigner auprès du club et voir si les Apaches pourraient nous indiquer quelqu'un. Monsieur Mauroy.
Je vais voir avec notre ami Monsieur Collin si déjà il peut pas m'en dire un peu plus sur cette Madame Privat. Mademoiselle Lépine? Je pense que je vais accompagner Paul à son club de lutte. Monsieur Collin, donc vous allez avec Monsieur Mauroy? Si Monsieur Mauroy veut s'entretenir avec moi, je vais lui en parler un petit peu plus. Et après, il faudra que j'y aille. À lui de voir s'il veut me suivre ou non. Mademoiselle Lépine, Monsieur Ponce, on commence par vous. Vous vous rendez donc... Comment s'appelle ce cercle de lutte, Monsieur Ponce? Tout simplement, il se trouve à côté du casino de Paris. Nous allons l'appeler le cercle olympique des lutteurs du casino. Et dès que vous ouvrez la porte, vous êtes accueilli par un grand cri. Oh, c'est le Graal, c'est le Graal. C'est le Beauquerrois, un grand lutteur, lui également, un de tes bons amis. Alors, c'est qui Abichoun? Excusez-moi, monsieur. Je vous présente Jeanne Lépine. Ah, c'est bien. Vous avez voulu... Une amie à moi. Mais vous avez dit... Oh, c'est votre fiancé? Absolument pas. Mais écoute-moi, le Beauquerrois. Tu sais, depuis quelques années, nous essayons de divertir un petit peu et d'essayer d'éduquer par le sport les Apaches dans les rues. Si ça tenait qu'à moi, je vais essayer de curer un grand coup de marave. Et sais-tu quels sont les horaires de ces entraînements? Eh bien, je sais pas. Demande à Raoul. Oh, il est là? Évidemment. Allez, allons-y. Jeanne, n'ayez pas peur. Il est impressionnant, mais au début. Alors vous avancez au milieu des râles d'efforts de nombreux lutteurs qui s'entraînent. Alors évidemment, le juste au corps est tombé, donc tu vois des choses que la morale réprouve. Clairement, les jeunes gens ne sont pas habitués à voir des femmes dans ce cercle. D'ailleurs, on te regarde souvent assez étrangement, mais il se trouve que tu es au bras du champion du monde, et du coup, personne ne t'embête, on va vous amener auprès d'un petit cercle d'entraînement où deux adolescents s'entraînent sous les cris féroces d'un homme vraiment proprement gigantesque qui hurle sur ces pauvres gens et qui... Vous voyez que les deux petits, en fait, ils osent pas bouger parce qu'ils sont juste paralysés de peur. Jeanne, je vous présente Raoul le boucher. Je l'ai maté quelques fois, il n'y a que le nom d'impressionnant. Qu'est-ce que je peux pour vous? Écoute-moi, Raoul. Je sais que ça fait quelque temps que nous éduquons ces petits Apaches. Ouais. Nous cherchons un petit jeune qui s'appellerait Gaston, qui fréquenterait tous ces gens-là. Et Gaston, il a un nom? Gaston Privas. Il a environ 14 ans. Privas, 14 ans... Oui, il est venu une paire de fois. Ouais. Assez débrouillard, assez déluré, le gamin. Ouais. Mais ça fait bien 2 semaines qu'on l'a plus vu au club, ouais. 2 semaines? Jeanne, rappelez-moi depuis combien de temps il a disparu, ce petit? 1 semaine. Est-ce que vous sauriez nous dire lesquels des Apaches seraient ses amis, par exemple? Je crois qu'il fréquente les bandes qui sont sur l'île des chiffonniers. Je fais une pause notamment pour Lucie qui connaît bien Paris. L'île aux chiffonniers est un des endroits qui a la pire réputation de Paris à l'époque. Mais vraiment l'un des endroits qui a la pire réputation. C'est dans le 15e arrondissement, juste en bord de Seine. Ce sont des quartiers nouveaux qui sont en pleine rénovation pour la plupart, un quartier très ouvrier. Et donc l'ancien endroit où les chiffonniers donc vendaient tous les bouts de tissus qu'ils pouvaient récupérer est maintenant une espèce de zone de non-lieu où les bandes les plus terribles de Paris sévissent. Je vous laisse un instant, je vais avec messieurs Collin et Mauroy. Eh bien écoutez Edmond, apparemment vous vouliez que je vous parle un petit peu plus de cette dame, Colette Privas, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Cette Colette Privas, elle vient d'où exactement? Je n'ai pas trop eu le temps de lui parler, vous savez, elle était un petit peu en panique, forcément, son fils a disparu. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est veuve depuis 3 ans, elle travaille dans une filature en ville. Après, c'est vrai que on pourrait éventuellement aller lui demander de plus en plus d'informations, mais je ne sais pas si c'est vraiment pertinent. Je veux dire, si son fils a tendance à fréquenter des bandes de quartier, je doute que la mère ait quelque chose à voir avec ça. À ce titre-là, moi j'ai déjà des gens dans mes contacts que je pourrais aller voir et leur poser quelques questions, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, effectivement, oui. Dans ce cas-là, ce serait plus pertinent. Eh bien, allons-y. Eh bien, écoutez, vous avez un fiacre, il me semble, ou même une voiture? Ah oui, tout à fait. Je vous propose que nous allions voir Gaston Lantier, que vous connaissez peut-être sous le pseudonyme du Patron.
Ah, Vous en avez déjà celui-là, entendu oui. Et oui, mais forcément. Je ne vous cache pas que ce n'est pas tout à fait le cercle de personnes que je fréquente. Eh bien, vous vous rendez donc dans le 15e arrondissement. Pour vous situer, le 15e arrondissement, c'est la rive gauche à l'est. À l'époque, donc, c'est un quartier très ouvrier, avec de nombreux quartiers qui sont en train d'être refaits à neuf. Et vous arpentez toutes ces rues. Monsieur Mauroy ne se sent pas à son aise. Le quartier le lui rend bien, en le regardant de traviole à peu près à chaque pas qu'il fait. C'est très étrange comme ambiance. Puis alors, du coup, Monsieur Collin, qui est très connu ici, on t'amène donc dans un petit troquet, un limonadier. On disait tous les cafés à l'époque, on appelait ça les limonadiers. Donc un petit troquet avec 3 tabourets en terrasse et un ancien tonneau de vin dessus. Et là donc il y a trône Monsieur Lantier Gaston sur un des petits tabourets avec son petit ballon de blanc à la main. Et là, le petit Collin. Patron, donc je m'approche de lui, je lui serre la main très respectueusement. C'est qui le bourgeois? Eh bien, je vous présente un ami à moi. Edmond Gustave Mauroy, je Edmond. lui tends la main. Alors donc il te broie la main. En fait, Monsieur Mauroy, depuis quelque temps, a créé, on va dire, un club d'enquête privée auquel, de par mes différentes capacités et accointances, il m'a invité à rejoindre. C'est donc toi le Robin des Bois en veston dont j'entends causer? Je n'irai pas jusqu'à cette prétention. Mais disons que je ne supporte pas l'injustice. Ah, je pense que Monsieur Mauroy est modeste, c'est un homme d'une grande valeur, croyez-moi. Quand je vois sa liquette, il semble pourtant pas très inconfortable avec l'injustice. Je l'ai gagné, ceci, monsieur. Bon, de quoi tu viens causer? Eh ben, écoutez, j'ai un service à vous demander. Un chicoulon? Avec grand plaisir. Donc il vous sert 2 petits ballons blancs. Eh ben, écoutez, Monsieur Lantier, j'ai un service à vous demander, en fait. Voilà, on est sur un coup avec le club, en fait. Il y a un gamin qui a disparu, justement, il a le même prénom que vous, il s'appelle Gaston, mais il s'appelle Gaston Privas. Privas, tout à fait. Ouais. Un petit gamin qui apparemment il fréquenterait un petit peu les Apaches, vous voyez ce que je veux dire? Mauvaise fréquentation, ça. Eh ouais, je sais bien, ouais, ça serait sûr que... Ça s'organise mal, ça travaille comme des sagouins. Ah bah voilà. Travail de gougnafier, de ce que j'aurais dit. Du travail de gougnafier. Ah mais c'est sûr que s'il avait traîné dans le même quartier que moi, il n'en serait pas là, ça c'est sûr. En même temps, qu'est-ce qu'il veut que je te dise? S'il a décidé de rendre les Apaches, il est grand, c'est un adulte, il a 14 ans. Ouais, bien sûr, mais bon, du coup c'est sa mère qui est venue nous voir et ça a l'air d'être une femme adorable, alors donc ce serait quand même dommage que son fils y tourne mal, juste comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Tu serais-tu point devenu un petit peu larmoyant, mon petit Collin? Ah non, je sais pas, non, mais quand il s'agit de faire quelque chose, quand on nous demande un petit peu de sauver, j'ai envie de dire, la veuve et l'orphelin, bon bah voilà. Je vois bien que tu veux autant sauver y la faire, veuve. quoi. Ah non, mais faut pas me dire ça. Attendez, Monsieur Lantier, vous savez bien que, on se comprend, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, écoute, je vais lancer un peu mes gars sur la piste de ce petit Privat là. En attendant, tu devrais quand même un petit peu flirter de ton côté, c'est quand même ta spécialité, mais je conseillerais à Monsieur Mauroy de s'habiller un peu autrement. Ici aussi, on a nos petits codes vestimentaires, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, vous avez raison, Monsieur Lantier. Bah écoutez, on va aller se saper un petit peu, et puis du coup, on va aller voir un petit peu aussi du côté de Madame Privat ce qu'elle peut nous apporter. Donc au cercle de lutte, nous en étions où? Donc il nous avait conseillé d'aller voir à l'île des Chiffonniers. Je pense, Jeanne, que nous n'avons plus rien à faire ici. Peut-être Monsieur Raoul aurait l'amabilité de nous prévenir si jamais Gaston revenait fréquenter le cercle. Oh, je pense que je n'ai pas besoin de lui dire, n'est-ce pas, Raoul? Bah évidemment. C'est un peu une confrérie ici, vous savez, Jeanne. Nous sommes tous des frères de l'effort. Venez, nous sommes pas très loin du rocher de Cancale et je connais un petit plat typique. Vous allez m'en dire des nouvelles. Et puis il est l'heure de manger. Nous sommes pas très loin de la rue de Montreuil, vous allez voir. Donc vous allez au restaurant de Cancale, Au rocher de Cancale. Au rocher de Cancale, pardonne-moi, où donc on te sert un petit carré d'agneau qui n'a de petit que le nom, c'est-à-dire que tu te demandes s'il n'y a pas tout l'agneau. Et savez-vous ce qu'il y a d'exceptionnel dans ce restaurant? Le pain est à volonté. Et ça, c'est pas rien. Après donc ce petit encas de milieu de matinée,
Peut-être voulez-vous retourner au club faire votre rapport ou partir directement à l'île des Chiffonniers? Jeanne, selon vous? Je ne sais pas si ce serait très raisonnable d'aller seul sur l'île des Chiffonniers. Peut-être que... Moi, ça ne me dérange pas. Mais je ne veux pas vous embêter. Non, mais peut-être que nous pourrions passer à mon bureau, voir si nous trouvons quelques informations sur ces bandes-là. Peut-être qu'en étant un petit peu préparés... Ah, très bien, j'ai toujours rêvé de voir où vous travaillez. Donc vous vous rendez à tes bureaux, au siège de la sûreté. Qui cherches-tu? Je suppose que la sûreté a quand même des rapports sur les bandes des Apaches. Bien entendu. Du coup, ils ont probablement rangé ça par lieu de résidence ou de malfaçon. Tout à fait. Et que du coup, il y a probablement un petit dossier qui traîne qui s'appellerait Apache de l'île des Chiffonniers. Est-ce que tu peux me préciser, donc nous rentrons un peu dans un domaine statistique, combien ton personnage a dans la compétence track? Il est pratiquant. Pratiquant. Ça te suffira largement pour retrouver ce dossier qui est évidemment un dossier qui n'est pas difficile à trouver. Ça te prend quand même la fin de matinée. Pendant ce temps, Monsieur Ponce a été obligé de prendre l'apéritif et un petit déjeuner, enfin un déjeuner pas très copieux, qui a fait pleurer le cantinier de votre établissement. Mais moi, je suis bien ici. Effectivement, les policiers mangent bien. Et tu trouves un dossier effectivement sur plusieurs bandes. Tu trouves principalement le nom d'une bande très violente qui semble être un peu la bande dominante là-bas, la bande de Louis le Terrible. Vous trouvez quelque chose, Jeanne? Oui, j'ai un nom et une adresse. Est-ce que vous voulez que nous y allions seuls ou est-ce que nous attendons? Je pense que les autres nous plus nous rejoignent? serons nombreux, mieux ce sera, non? Et puis, il commence à faire faim. Peut-être nous pouvons aller manger ou attendre qu'Edmond et Eugène nous rejoignent. Très bien, très bonne idée. Prenons un fiacre et rentrons. Et alors vous, quand est-ce que vous les rejoignez, messieurs Mauroy et Colin? Eh bien, mon cher Colin, je pense que vous allez peut-être devoir d'abord m'habiller, afin que je sois plus local, si jamais nous devons nous déplacer dans certains endroits de ce même genre. Ouais, effectivement, c'est vrai que pouvoir vous déguiser un petit peu, ce serait peut-être plus facile pour pouvoir s'infiltrer à droite à gauche. Du coup, on va chercher Un chiffonnier. un chiffonnier dans lequel on puisse le vêtir de vêtements qui sont outrageusement beaucoup moins chers que ce qu'il a l'habitude d'acheter. Alors monsieur Mauroy, vous vous sentez sale. C'est Mais pas grave. vous ressemblez à un pauvre qui aurait de l'embonpoint. Eh bien, nous retournons chez vous, monsieur Edmond. À la maison. Donc évidemment, Louis est sur le point de te virer de ton propre appartement, mon cher monsieur Mauroy, puisque tu ne ressembles plus du tout à monsieur Mauroy. Enfin, non, Louis. Mais au bout de quelques négociations, vous entrez dans le salon, et donc Jeanne et Paul, tout d'un coup, vous voyez votre cher ami Colin avec un vieux clodo. Bon Dieu, Edmond, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, vous avez remarqué, je me suis même défait la moustache. Ah, collègue, je savais qu'on peut pas vous faire confiance. Mais non, mais au contraire, C'est volontaire, rassurez-vous, mon cher ami. En Un plus, peu d'aventure, ça fait pas de mal. qu'il s'agit d'un déguisement pour qu'il puisse venir avec moi dans les quartiers, parce que forcément, sapé comme un bourgeois comme il a l'habitude d'être, le premier truc qui a failli nous arriver, c'est qu'il a failli se faire choper sa canne, ses bijoux, son haut de forme, et puis voilà, donc... Et d'ailleurs, ils sont où? Là, ils sont dans son sac, là, qu'on a laissé dans la voiture. Ah. Très bien, que faites-vous? Eh bien, nous n'avons pas mangé, nous. C'était Je crois que Louis va pouvoir nous servir le dîner. Ah bah je vais vous Pas le accompagner. déjeuner, pardon. Que monsieur m'excuse, mais je dois repartir faire des courses. Il semble que notre garde-manger était pillé. Et un coup des Apaches encore, ça, non? Non, j'ai comme une idée de qui est responsable de cela. Absolument pas, je n'ai aucune idée. Eh bien, faites, Louis, faites. Très bien, le dîner sera servi d'ici 30 à 40 minutes. Bien, qu'avez-vous trouvé dans les bas-fonds parisiens? Ah, les bas-fonds, c'est des bas-fonds de ciel entier, hein, c'est pas non plus n'importe quoi, hein. Mais du coup, on a pris un petit verre avec le patron, et puis qui nous a dit que du coup, on pourrait peut-être voir un petit peu... Enfin, il va essayer de se renseigner de son côté, en tout cas, de ce qu'il sait, et puis on s'est dit qu'on allait poser quelques questions à Madame Privat. On a trouvé autre chose ou pas, Monsieur Moreau, je me rappelle plus... Non, c'est là à peu près tout ce qu'il nous a dit. Voilà, en tout cas, bon, disons que
le contact est lancé et puis voilà quoi. Si ça doit revenir, ça reviendra, ça c'est sûr. Quant à nous, on nous a confirmé que le petit Gaston fréquente bien des bandes d'Apaches. Principalement des bandes sur l'île des Chiffonniers, dans le 13e. Ah ouais. dont tu as sûrement déjà entendu parler. Et oui, forcément, ouais. Et plus précisément, suite à avoir consulté quelques dossiers à mon travail, on aurait idée que ce serait la bande de Louis le Terrible. Non. J'espère que tu plaisantes, pas Louis le Terrible. C'est pour ça que nous vous attendions. Nous nous sommes dit que plus nous serions nombreux à y aller, plus nous serions en sûreté. Ouais, bon sang de bonsoir. Alors ça, c'est bien la pire chose qui aurait pu lui arriver à ce pauvre gamin. Attendez, les épitaphes, ça veut rien dire, hein. J'ai connu des terribles et des bouchers et autres, et ils avaient que l'épitaphe de fort, hein. Ouais, mais là, le surnom, c'est pas pour le spectacle qu'on lui donne, hein. C'est juste par un état de fait, en fait. Eh bien, expliquez-vous, cher ami. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Louis le Terrible ? Eh bien, parce qu'il règne par la terreur, tout simplement. C'est l'un des grands spécialistes du racket dans cette partie de Paris, d'une forme de racket particulière qui laisse de nombreux cadavres derrière lui, c'est-à-dire que le sens du mot non lui est complètement inconnu, et il est vraiment beaucoup plus violent que ses congénères. Il a déjà fait un séjour en tôle ou Un seul ? Ouais. Non, pas en tôle, au bagne. Oui, et il y a à peu près 3 ans, il est revenu du bagne de Nouvelle-Calédonie. Et du coup, voilà, quoi. Si notre petit Gaston, il se retrouve dans les pattes de Louis le Terrible, alors là, je donne pas cher soit de sa peau, soit de son avenir. Alors là, je vous le dis tout de suite, hein. Moi, je dis, il faut pas qu'on traîne, hein. Pensez-vous qu'il ne faudrait pas rassurer cette pauvre Madame Privasse que nous nous occupons bien de son cas? Alors, rassurez avec quoi? Nous avons que trop peu d'informations. Mes amis, si vous le permettez, je pense que je pourrais aller voir Madame Privasse. Peut-être qu'entre femmes, elle se confiera plus. Et puis je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée que je vous accompagne. Dans l'endroit le plus malfamé de Paris, ouais, effectivement, ça c'est une remarque Voilà. pertinente, ça, ouais. Colin, vous lui donnerez l'adresse dans ce cas. Ouais, bah, bien sûr, enfin, ouais, je te dirai où ça est, hein. Et sur les coups de 15h, vous voilà tous repartis chacun dans votre direction. Donc faisons un petit tour. Qui va où? Je pense qu'il a été acté que nous allons aller au chiffonnier. C'est pas Raymond. Ouais. Tout à fait. Sauf Jeanne, donc, qui se rend dans le 3e arrondissement. Je vais voir si je peux aller la voir sur son lieu de travail exceptionnellement. Tu arrives au bout de quelques minutes dans alors vraiment l'usine typique de l'époque en petites briques rouges, et tu entends à l'intérieur le cliquetis répétitif de toutes les machines, donc des grands métiers à tisser mécaniques qui sont uniquement activés par des femmes. L'ensemble du personnel ouvrier et même certains contremaîtres sont des femmes. Ça reste un des seuls endroits de la classe ouvrière qui est quasiment exclusivement féminin. Est-ce que tu as des compétences en social? Oui, Tu as combien? je suis pratiquante là encore. Alors il va falloir que tu me fasses un petit jet de dés, parce qu'il ne va pas être excessivement simple de convaincre le contremaître de lâcher une de ses ouvrières pendant un quart d'heure pour un interrogatoire de police qui n'en est pas un, vu qu'il n'y a pas d'enquête. Donc nous allons procéder à un jet de dés, comme donc à chaque fois dans une partie de jeu de rôle, qu'une action semble plus difficile qu'une autre et dont la réussite ou l'échec peut conditionner la suite de l'action. Donc je suppose que ça se fait sous un potentiel social. Social, tout à fait. Du coup, je vais lancer 4 dés. J'ai 2 8 et 1 9. Donc 2-8, il faut les faire plus de 8 sur ton jet. Tu devais conserver 2 dés. Et c'est un succès. C'est même un franc succès. Tu parles au contremaître qui au début t'engueule. Tu arrives à glisser subtilement le nom de ton père dans la conversation, ce qui fait qu'au bout de 10 minutes, tu te retrouves avec Madame Colette Privasse dans un petit bureau, celui du contremaître, avec un café. Madame Privasse. Vous avez des nouvelles? Non, mais je travaille avec Eugène Collin. Oui, c'est ce que le contremaître m'a dit, que vous travaillez avec Monsieur Collin. Je suis vraiment content que quelqu'un de votre condition se penche vers le cas de mon fils. Dites-moi, j'aurais quelques questions complémentaires à vous poser. Oui, tout ce que vous voulez. Votre fils Gaston a-t-il des habitudes, peut-être des comportements qui auraient changé ces derniers temps? Oui, mais ces derniers temps, il semblait au contraire avoir un comportement, comment dire, il semblait très content. Et j'avais l'impression qu'il était sur le point de me faire une heureuse surprise. Et à votre avis, qu'est-ce que cela aurait pu être?
Aucune idée. Enfin, j'avais bien une petite idée, mais je n'en étais pas sûr. J'avais l'impression qu'il avait trouvé un emploi. Effectivement, ça aurait été une surprise agréable. Ah, mais vous comprenez bien que pour une femme qui a son enfant à charge, même si je travaille, je suis veuve, je n'ai pas de pension, c'était très compliqué de joindre les deux bouts. Nous sommes sur le point de perdre notre logement. Monsieur Collin m'a informé que vous étiez veuve. Oui, hélas oui, mon mari nous a quittés dans un accident il y a 3 ans de cela. Et votre fils, il a vécu ça comment, la mort de son père? Son père, c'était tout pour lui, c'était son héros. Surtout qu'il lui racontait les anciens temps. Mon mari était quand même plus âgé que moi et il avait connu les premiers temps de la République. Il nous parlait de la fin de la Commune. C'était ses héros. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez eu la sensation que votre fils commençait à mal tourner? Et je travaillais toute la journée, je pouvais pas être derrière lui. À l'usine, on n'embauchait pas à cause des nouvelles lois, on pouvait pas embaucher un gamin de son âge. À l'époque, il avait 10 ans. Du coup, il était laissé tout seul la plupart du temps la journée. Qu'est-ce que vous vouliez que j'y fasse? Je pouvais rien faire. Ah, mais je ne vous reproche rien, Madame Privas, rassurez-vous. Donc, il a traîné, et puis quand on traîne dans la rue, dame, on rencontre des fois des mauvaises personnes. Est-ce que vous avez rencontré certaines de ses fréquentations? Oula, des amis à lui? Oh là là, non, sûrement pas. Et qu'est-ce qu'il était censé faire le jour où il a disparu? Est-ce que vous le savez? Je sais absolument pas. Si, j'ai noté quelque chose. Je sais pas, ça semble un peu ridicule. Rien n'est ridicule, madame. Je pense que son travail, ça avait un rapport avec la mécanique, rapport au fait qu'il avait souvent un peu de cambouis sur les mains et puis sur l'intérieur des jambes aussi. Enfin, je crois. Son pantalon était devenu sale à l'intérieur de la jambe droite. Donc dans les semaines précédant sa disparition, il aurait eu ce genre d'activité? Eh ben à peu près une semaine avant sa disparition, c'est là que tout à coup il avait l'air content et puis je voyais bien qu'il mijotait quelque chose pour me surprendre. Écoutez, Madame Privas, je vais vous laisser reprendre votre travail. Nous vous tiendrons informés. Et nous nous transportons dans un autre arrondissement de Paris. Question importante. Avez-vous pris des armes? Moi, j'ai toujours sur moi un pistolet DAG. Pareil, moi je pense que j'ai pris aussi mon revolver, oui. Très C'est bien. un revolver de type clic-clac. Ah, un clic-clac, très bien. Le clic-clac, ça ressemble pour ceux qui ont vu des films un peu au pistolet Derringer qu'on voit dans les films de cow-boy qui peut se cacher dans une manche. De mon côté, j'ai aussi le sens du spectacle, donc je suis venu à main nue. Oui. Je suis donc lourdement armé de tes 2 points. Quand vous vous approchez de l'îlot chiffonnier, l'ambiance change brutalement. On se sent directement comme dans une espèce de bidonville. Les maisons sont basses, la misère est flagrante, il y a beaucoup de gamins qui courent dans les rues. Il y a encore quelques chiffonniers, donc vous voyez des tas de vieux vêtements et de grands bouts de tissu puants et pouilleux. Et c'est l'odeur est abominable. Vous voyez quelques femmes qui font vaguement le tapin en vous offrant de magnifiques sourires édentés. Plus vous vous avancez dans les rues, plus vous sentez un peu comme une espèce d'impression d'oppression. C'est un peu comme si on avait fermé une porte invisible derrière, la porte invisible de gens qui vous surveillent et qui commencent à vous bloquer la sortie. En tout cas, monsieur Moroy, faites quand même attention, même si vous êtes plus flingué en rapport avec le quartier. Faites gaffe à où vous mettez les paluches et gardez un peu ce que vous avez dans les poches. Enfin voilà, même si restez pas trop loin de moi ou de monsieur Ponce en tout cas. Voilà. De toute manière, je n'ai rien prévu d'autre pour l'instant que de vous suivre. Vous parlez toujours comme ça, monsieur Moroy, ou vous essayez parce que si on parle à des gens, le déguisement il va pas faire long feu si vous parlez. Enfin, je veux dire, c'est pas tout sauf votre respect. Voilà, vous parlez un peu comme quelqu'un qui a des sous, quoi. J'ai envie de dire, comprenez ce que je veux dire. Ah, comment dois-je parler alors, Colin? Dites-moi. Je sais pas. Par exemple, dites pas bonjour. Commencez par tutoyer les gens tout de suite. Dites salut. Je pense, monsieur Edmond, qu'il serait préférable que vous ne me parliez pas du tout. Voilà une idée sensée. Ah, à la limite, ça peut se faire aussi, ouais, effectivement, ouais. Eh ben, messieurs, voilà, on est dans le quartier. Moi, ce que je pense, c'est qu'on pourrait peut-être essayer de se renseigner à droite à gauche, savoir... on va peut-être pas demander où il était tout de suite, parce que ce serait... Et pourquoi pas? Alors vous tournez. Le ciel qui était déjà bien couvert, on est en novembre, a passé du crachin à la pluie fine et pénétrante qui vous
qui vous voûte le dos. Et au bout de 2 heures, vous commencez à avoir vraiment les pieds gonflés, surtout Monsieur Monroy. Dites-moi, monsieur Colin, je connais peut-être pas Paris, mais je crois que ça fait quand même 2 fois que nous passons ici. Hein, de quoi? Peut-être, mais le truc, ouais, peut-être, bah écoutez, je sais pas, Alors Méloufia, on fait du tourisme. C'est une dame qui nous parle, j'imagine? Non, c'est un petit monsieur. C'est un petit monsieur. Un petit monsieur avec mais vraiment petit, tout fin, tout sec. Il est sous une gabardine, il a une espèce de capuche qui remonte, mais vous voyez très régulièrement sous un pan de la cape un reflet métallique. C'est pas vraiment le meilleur quartier de Paris pour faire du tourisme. Ah non mais non. Petit loup. On n'est pas des touristes, figure-toi, mon gaillard. Tu m'appelles encore une fois mon gaillard et je te refais le sourire, mon pote. À ce moment-là, si tu me refais le sourire, peut-être que mon ami pourra te refaire la façade. Ah, excusez-moi, je vous avais pas vu. Ah oui, mais c'est pas évident, hein. Qu'est-ce qu'il dit, le petit? Mais il dit qu'il va te taillader. Il commence à sortir son couteau devant toi. Toi, mon pote, je te jure, tu vas regretter d'être là. Nous allons devoir engager un petit combat. Je suis désolé. Vous avez cherché cet Apache des rues. Vous l'avez trouvé. Donc le combat s'engage entre Paul Ponce, champion du monde de lutte, et Maurice dit la mouche. À savoir que le surnom de Paul Ponce était le Colosse. Oui, donc il fait 1m98, c'est ça? 98 pour 115 kilos. À une époque où la taille moyenne était en dessous d'1m70. Et le petit Maurice, il fait... Il doit faire dans son bon 1m45. Hein. Ouais. Attention. C'était pas évident de le voir tout de suite, hein, c'est pour ça. Donc nous allons engager le combat, c'est très simple, tu fais un jet de combat, il fait son jet de combat, celui qui a le plus de réussite implique des dommages à l'autre, après ça dépend ce que tu veux faire. Hein. Oh, je veux juste le neutraliser et lui enlever son arme. Très bien, tu peux donc utiliser ta spécialisation de lutte. Combien de réussites? 2 réussites. Très bien, il n'en a qu'une. En une poignée de secondes, il essaie de lancer son couteau, tu lui attrapes la main, tu lui retournes dans le dos, tu lui donnes un gentil petit coup de pied à l'arrière du genou, il est par terre avec ta grande pogne qui s'en serre sur sa gorge, et monsieur Maurice qui fait et qui commence à pleurer. Alors je m'approche gentiment de son visage pendant que notre ami Paul Ponce le tient fermement. Oh, c'est juste une main blanche. Tout à fait. Alors mon gaillard, on fait moins le malin? Dire à ma mère. Allez, sèche tes larmes, tu vas peut-être pouvoir nous filer un coup de main finalement, et après on te laissera tranquille. Est-ce que tu connais un mec du nom de Gaston? Plusieurs. Gaston Privat, ça te dit quelque chose? Oui. Paul, peut-être pourriez desserrer un petit peu parce que je comprends même plus ce qu'il raconte. Excusez-moi. Toi, tu sais qu'il y a encore, il est souple, hein. Du coup, le Gaston Privat, ça te dit quelque chose? Et d'où c'est que tu le connais alors? Les mecs, il vient dans le quartier, moi, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, ça fait 2 semaines qu'il est pas là. Ça fait 2 semaines qu'il est pas venu dans le quartier depuis. Je le ferai plus, je vous jure. Je trouve un travail, je vais aller à l'église, je vais me faire curer. C'est pas une mauvaise idée, ça, limite, hein. Mais là, tout de suite, on s'en fout. Et c'est quand la dernière fois que tu l'as vu? 2 semaines. Ouais. C'était, ouais, je vous jure, c'était un mercredi. Mercredi, et qu'est-ce qu'il a fait le jour-là qu'il a disparu après? Si tu sais quelque chose, tu le dis, hein. Oh, oups, désolé. Mais, dis donc, mais rien de spécial, il est venu, il a après, il est puis on plus vu. Je comprends rien à ce qu'il dit, je sais pas ce que vous en dites, vous, mais... Disons que le jargon parisien, je le connais pas, moi. Non, mais là, c'est même plus du jargon parisien, c'est du pâté de foie. Hein. Alors, en résumé, il est venu faire ce qu'il faisait avec les gens, c'est-à-dire, en gros, il traînait dans la rue, il marchait, il criait après les bourgeoises, il lançait des restes de légumes qu'ils avaient récupérés à la sortie des halles sur les bourgeois et tout ça, rien de méchant, et après, voilà, on l'a plus vu. Et tu sais s'il fréquentait Louis le Terrible, notre cher Gaston? De loin, il était encore trop jeune, puis il avait encore, d'après lui,
D'après lui, il avait encore trop de têtes bourgeoises dans sa tête et il était pas encore mûr. De tête bourgeoise. Oui, il est rentré tous les soirs chez sa mère. Oh, le naze. Et tu vas rentrer chez la tienne, toi? Mais ma mère, elle fait le tapin à Picard. Et alors, c'est pas une raison, c'est ta maman. Oui. Eh ben, tu sais quoi, tu vas y retourner dès ce soir chez ta mère, et puis il faut pas qu'on te revoie ici dans le quartier, sinon, là, les bras, ils te les laissent pas en un seul morceau, je te le dis tout de suite. Moi, je le relève. Ouais. Il Écoute, semble moi- avoir gagné un bon centimètre de hauteur. Écoute-moi, petit, garde le bras en écharpe et surtout reste assis, c'est bon pour les reins. Vous quittez la zone? Oui. C'est sage. Je crois que Monsieur Mauroy a hâte que nous retournions dans des pavés un petit peu plus lisses. Je pense que ces échauffourées ont suffi. Et surtout que je me suis sali. Nous avons suffisamment attiré l'attention, nous avons eu nos réponses. Où rentrez-vous, mes très chers amis? À la maison. Moi, je vais me changer. On va retourner chez Monsieur Mauroy. Alors, messieurs, qu'avez-vous appris à l'île des chiffonniers? Mais écoutez, moi, je vais me changer. Je vais laisser à Monsieur Colin et Monsieur Ponce le soin de vous narrer ce qu'il s'est passé. Je vous en prie. Bon, la seule chose que j'ai appris, c'est qu'ils savent pas se battre. Disons que au début, on s'est un peu perdu, hein, pour ainsi dire. Il faut dire que le quartier il change sans arrêt là-bas. Et du coup, il y a un petit gosse qui a voulu nous titiller, on va dire. Et du coup, Paul s'en est occupé, si tu vois ce que je veux dire. Et puis du coup, on lui a posé quelques questions et d'après lui, le gamin Gaston là, il était plus dans le quartier depuis au moins 2 semaines, quoi. Ah oui, 2 semaines? Eh ouais, 2 semaines, ouais. Et puis c'était pas le mauvais gars non plus, c'était le petit chenapan, on va dire. Voilà, il aimait bien jouer un petit peu avec les passants, mais voilà, c'était pas la vilaine racaille, on va dire. Ce que je me rappelle, c'est qu'il a dit que le petit Gaston était encore un peu trop embourgeoisé. N'est-ce Ouais, pas c'est les termes qu'il a utilisés, mais bon, je pense qu'il sait pas forcément de quoi qu'il parle, hein, mais bon. Mais c'est intéressant ce que vous dites, messieurs, parce que justement, sa mère m'a dit qu'il y a une quinzaine de jours, elle avait l'impression que son fils était plus heureux que d'habitude, qu'il était peut-être en train de lui préparer une surprise ou quelque chose comme ça. Elle m'a dit qu'elle avait noté, par exemple, qu'il aurait peut-être trouvé un travail. Il avait les mains pleines de cambouis le soir. Elle a lavé, pareil, un pantalon sur lequel elle avait retrouvé des traces d'huile mécanique. Peut-être que nous pourrions approfondir cette piste-là. Question à Jeanne. Ton type d'enquêteur, c'est... Limier. Très bien. Tu as la compétence intrigue? Oui. Tu es maître? Oui. Tu n'as pas besoin de faire de jet pour qu'un personnage de ce genre d'enquêteur, avec ce niveau d'intrigue, puisse conclure que des taches sur la jambe intérieure droite d'un pantalon impliquent une bicyclette. Il y avait déjà des systèmes de coursiers, de livreurs ou autres à vélo. C'est tout à fait possible. On est en droit de se demander comment un enfant de sa condition a pu se payer un vélo. Vous êtes en droit. Mais du coup, soit le vélo c'est le sien, soit c'est un vélo qu'on lui a prêté Ou qu'il a volé. ou qu'il a volé. Peut-être que ce serait bien de fouiller la piste des métiers à vélo, si jamais c'est pas du vol. Ouais, ça, on pourrait fouiller ça, ouais, effectivement, mais il y a un truc auquel on n'a pas pensé, mais peut-être parce qu'on est tous trop optimistes pour y penser, mais ce serait peut-être bien d'aller faire un tour au niveau des morgues et voir les corps des gars de son âge qui n'ont pas été identifiés. C'est triste à dire, mais 3 semaines... Peut-être aussi, vu qu'il avait une tendance à aimer le sport, puisqu'il est venu dans le club de lutte, je le rappelle, peut-être qu'il serait intéressant de voir au niveau des clubs de vélo et de bicyclette. Et j'ai un très bon contact qui pourrait peut-être me dire ça. Dans tous les cas, il va y avoir des choses à faire, il va falloir ratisser très large. Très bien, vous allez me dire ce que vous prévoyez de faire chacun pour le lendemain. Monsieur Colin? Pendant que Jeanne travaille, moi je vais aller faire un tour effectivement du côté des morgues et si j'ai le temps du côté des prisons. Voir les registres, les gamins pas identifiés, ce genre de choses. En une journée, tu devrais pouvoir avoir le tour de faire ça en demandant à certains copains journalistes aussi, parce que parmi les journalistes, il y a des pigistes qui ne font que ça, voir qui a été ramassé par la police au cas où ça donne quelque chose. Mademoiselle Colin? Moi, je vais profiter d'être au bureau pour aller fouiller dans les dossiers de la sûreté,
voir s'il y a des affaires de vol de bicyclettes qui ont été déclarées ou ce genre de choses. Très bien. Monsieur Morois. Eh bien, moi, je vais tenter de voir si j'ai moyen de pouvoir donner un coup de main à Jeanne. Auquel cas, sinon, je pourrais aider Colin en le délestant de la tâche des morgues. Très bien. Monsieur Ponce. De mon côté, je vais aller voir le baron Pierre de Coubertin et lui demander la liste des clubs de vélo et ceux qui sont aptes à recevoir des enfants de 14 ans. Très bien. Donc je vais vous dire comment se déroulent vos actions du lendemain. Elles n'impliquent pas de jet. Donc Monsieur Colin, rien à trouver dans les morgues et les prisons. Mademoiselle Lépine, effectivement, tu trouves des cas, mais rien qui... ça te semble pas pertinent. Du coup, Monsieur Morois, que vous aidiez l'un ou que vous aidiez l'autre, ça donne le même résultat. Monsieur Ponce, ça donne un peu chou blanc aussi. Évidemment, il y a des clubs de vélo, mais après avoir pris contact, personne n'a inscrit un certain Gaston Privas dans aucun club de Paris depuis ces dernières semaines. Chou blanc. Complètement, oui. Un coup d'épée dans l'eau. Il ne reste donc que les manufactures de vélos. Alors le lendemain, vous faites donc un tour des manufacteurs de vélos et vous avez peur de faire un autre chou blanc jusqu'à ce que un manufacturier vous indique que non, il n'a pas de Privas, mais il se souvient de lui. Parce que on lui a fait faire un vélo sur mesure. Ça coûte très cher, ça, non? Ça coûte au moins 20 francs. C'est énorme. Et voilà, d'accord. C'est énorme. C'est facilement un mois de salaire pour certains ouvriers. C'est le prix d'un des beaux costumes de Monsieur Morois, d'une belle veste de Monsieur Morois, 20 à 30 francs par exemple. Et le manufacteur se souvient de qui a fait la commande. Ça, c'est intéressant. Et c'est... C'est Louis-Amédée Dupuis de Perfit, que Monsieur Morois connaît, qui est le président des entreprises Perfit. Donc, que les choses soient bien claires, le vélo avait été commandé au nom de Louis-Amédée de Perfit. Le manufacteur vous a expressément dit qu'un certain Louis-Amédée Dupuis de Perfit a fait faire, pour Gaston Privas, un vélo à sa taille. Et c'était il y a combien de temps, ça? Une grosse quinzaine de jours. Le vélo est-il été récupéré par Gaston Privas lui-même? Oui, Il y a combien de temps précisément? une quinzaine de jours. Et il vous semblait comment quand il a récupéré le vélo, le petit Gaston? Ah bah, dame, aux anges. A-t-il fait part du pourquoi ce vélo était-il destiné à sa personne? Il allait travailler pour Monsieur Dupuis de Perfit en tant que coursier. Dans certains milieux financiers, ça se fait de plus en plus. D'ailleurs, toute une branche de métier très peu qualifiée qui s'occupe de transmettre entre les entreprises et la bourse les ordres de commande et d'achat. C'est des enfants qui ont demande de se presser en permanent, donc qui a donné le nom de Grouillot. Eh bien, je pense que nous allons pouvoir poser nos questions directement à Monsieur de Perfit. Et vous croyez qu'on peut facilement le contacter grâce à vous, monsieur Moreau? Aisément, Monsieur Colin. Bah dans ce cas, cette fois, c'est nous qu'on va vous suivre. Faut peut-être qu'on se sape un peu mieux, je sais pas. Autre chose que Monsieur Morois sait sur Monsieur de Perfit, il est un grand amateur de sport. Monsieur Ponce, je pense que la rencontre que nous allons faire va vous ravir. Ah bon? Monsieur Dupuis de Perfit sera sans doute montré un très grand intérêt à vos pratiques. Très bien. Sportives, j'entends. J'aime me faire partager ma passion. Vous apprêtez à aller rencontrer Monsieur de Perfit, c'est cela? Tout à fait. Comment procédez-vous? Est-ce que vous faites d'autres choses avant d'aller voir Monsieur de Perfit? Faites-vous des investigations? Nous faisons un petit tour de table, en commençant par Monsieur Colin, qui est très motivé. Ben en fait, moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que ce serait pas bien de faire comme ce qu'on avait fait avec Monsieur Morois quand il était allé dans les bas quartiers avec moi? C'est-à-dire que ce serait peut-être bien qu'on se sape un peu mieux, quoi. C'est tout à fait jouable. Est-ce qu'on va le voir ou est-ce que Monsieur Morois vous l'invite à votre domicile? J'aurais pensé, au vu du fait que Monsieur Dupuis de Perfit est amateur de sport, qu'on aurait pu se rencontrer dans un club de sport. Pourquoi pas l'inviter à une démonstration de force de Monsieur Ponce? Bah, disons qu'il y a encore les qualifications demain et je combats contre le Beaucarois. Ça peut être un beau match. Il y a des paris à prendre pour le match? Il y a toujours des paris à prendre, mon cher ami. Ouais, bah, toujours. Ça m'intéresse. Alors, que Monsieur Morois lui obtienne des invitations pour aller voir les qualifications du championnat au monde de lutte, sans aucun souci. Et du coup, je vais tâcher d'habiller nos amis. Alors,
Je Je suppose. ne doute pas, oui, effectivement. Oui, peut-être mademoiselle Lépine doit avoir de quoi s'habiller correctement quand même. Oui. Monsieur Collin estime avoir de quoi s'habiller correctement, mais il se trompe. que- Louis, veuillez amener Monsieur Collin chez le tailleur, s'il vous plaît. Avec grand plaisir, monsieur. Bah quoi, que ça me va pas là ce que j'ai dit, hein. C'est mon plus beau costume, attendez. Je suis navré de vous dire non, Monsieur Collin. Ah bah, pas autant navré que moi. Suivez-moi, Je l'ai payé au moins 12 francs celui-là. Nous allons passer une soirée délicieuse. C'est pas rassurant du tout ça, monsieur Morroy. Faites-lui confiance. Très bien, bah, c'est surtout à vous que je vais faire confiance, je crois. Excusez-moi, monsieur Moroy, mais qui va faire à manger? Je n'ai pas que Louis qui travaille dans cette maison. Ah, Vous me pensez rassurez. bien que je ne suis pas cuisinier. Je suis un majordome. Il y a plus qu'une infime nuance, Monsieur Ponce, entre majordome et cuisinier. Donc, drapé dans sa dignité outragée, Louis s'en retourne en t'entraînant, mon cher Colin, dans son sillage, et tu passes une soirée absolument cauchemardesque à te faire piquer d'aiguilles, retourner, tandis que le tailleur personnel de Monsieur Mauroy débarque, et il semble que Louis soit extrêmement exigeant sur la taille de l'ourlet, sur le revers de veste. Tu apprends des mots que... Pourtant, tu as du vocabulaire en tant que journaliste, mais alors là... Est-ce que ça m'atteint mentalement, psychologiquement? Non, ça t'angoisse un peu. Crime est un jeu très psychologique où l'état mental des personnages est très important et donc il possède des mécaniques de jeu indiquant l'état psychique précis du personnage. Et là, notamment quand Monsieur Collin se trouve dans un milieu dans lequel il n'est pas du tout adapté, l'angoisse de son personnage monte, ce qui peut affecter ses compétences. Donc nous allons faire une petite ellipse pour nous retrouver... au Nouveau Cirque, au 251 de la rue Saint-Honoré, dans le premier arrondissement de Paris, là où officie régulièrement le célèbre Paul Ponce. C'est exact. Donc, dans cet établissement, alors c'est bondé. Pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, parmi vous, vous vous apercevez que Paul Ponce est une véritable vedette. Il y a des admirateurs, de nombreuses admiratrices, des photos, des affiches de lui en gigantesque à l'entrée du théâtre. C'est vraiment la vedette de la soirée. À l'entrée, tous les trois autres, donc, Mademoiselle Lépine, Monsieur Mauroy et Monsieur Collin, qui est excessivement engoncé dans son nouveau costume tout neuf. Ça vous va à ravir, cher ami. Vous êtes Ouais. très élégant. Aurais-je l'honneur de vous déranger, Mademoiselle, Messieurs? Monsieur Dupuis de Perfit. Alors devant vous, il y a un jeune homme qui, lui, porte parfaitement beau. Un grand blond aux yeux verts, il a une très belle moustache blonde très bien taillée, son costume est à la dernière mode, il le porte comme s'il était né avec. Il a une canne au côté, la redingote, il sourit d'un nombre de dents absolument impressionnant. Son sourire brille, il est extrêmement à l'aise en étant toujours parfaitement poli. Il te salue cordialement, Mademoiselle Lépine, excuse-moi. Il te serre la main, Monsieur Collin, et Monsieur Mauroy, il vous accorde même une accolade franchement amicale. Comment allez-vous, jeune ami? Mais écoutez, j'ai été fort surpris, fort ravi d'avoir obtenu ces invitations de votre part. Je ne savais pas que vous étiez un intime du célèbre Paul Ponce. Vous savez, ça fait des années que je chercherais à le rencontrer, mais c'est un homme. Écoutez, un ambassadeur serait plus difficile à rencontrer. Est-ce que par hasard, j'aurais même l'obligeance de vous demander, si j'osais, de le rencontrer après le match que je suis sûr il va remporter? Dites-vous que dans 1 heure, ce sera chose faite. Oh, écoutez, asseyons-nous. Permettez que je vous offre à boire. Si ça vous dérange pas, je m'éclipser 2 minutes, puis je reviens tout de suite, hein, vous inquiétez pas. Faites. Merci bien. Et du coup, je m'éloigne pour aller vers les bureaux de Paris. La tension monte. La foule bruisse. Tout d'un coup, une espèce de silence avant la tempête se fait, avant que les gradins ne commencent à taper du pied. Et on entend le grand, le colosse. Le sol se met à trembler quand les femmes se mettent à hurler en entendant l'annonceur qui dit « Et maintenant, celui que vous attendez tous !»
Il a combattu plus de 100 fois sans aucune défaite. Il n'a jamais gagné un match en plus d'une minute 30. Il a vaincu le Beaucairois, il a vaincu le Grand Tonich, il a vaincu Raoul le Boucher. Il nous vient des contrées lointaines et exotiques du Vaucluse. Il vient de Sorgue, je vous demande tous d'accueillir Paul Ponce. Et donc là, les polofluses, Paul Ponce, et ça commence et ça chauffe. Vous voyez Paul s'échauffer au milieu de la piste, il lève les bras, il soulève une dame qui n'en demandait pas tant. Et son adversaire, c'est encore le Beaucairois, arrive. Alors, c'est un peu le méchant de la soirée, même s'il n'a pas tellement voulu. Et le match s'engage. Paul Ponce a commencé à attraper le Beaucairois qui s'est curieusement rapidement dégagé pour quelqu'un de son envergure. Et je vais donc tenter une souplesse à l'allemande. Une souplesse à l'allemande. La souplesse à l'allemande passe, mais le Beaucairois se défait immédiatement et il tente immédiatement de se jeter dans tes jambes. Ou le coquin. Il semble en forme, le Beaucairois, ce soir. Va-t-il se qualifier pour les championnats du monde au nez à la barbe du grand Paul Ponce? Ce n'est pas impossible dû à mon ancienne blessure qui me fait encore mal à la jambe. Voilà, une belle excuse de sportif français. C'est encore ex-aequo, sauf que tu commences à prendre un avantage. Tu l'as réussi à le plaquer au sol, il est encore en position accroupie, mais tu peux commencer à le travailler au sol. Très bien. Faisons donc un coup d'arpin. Non, monsieur Paul Ponce, vous avez 2-1. C'est supérieur à vos nombres de réussites. C'est un échec critique, monsieur Paul Ponce. Aïe, cette vieille blessure. Monsieur Paul Ponce, si vous n'avez pas plus de réussite que votre adversaire lors de la prochaine passe d'armes, il vous aura immobilisé suffisamment longtemps pour gagner le combat. Mais ce n'est pas grave, c'est annulaire. Allez Polo, j'ai misé 4 francs sur toi. Allez-y, monsieur Paul Ponce. C'est encore un échec critique, monsieur Paul Ponce. Et vous assistez donc à la première défaite de l'histoire du grand Paul Ponce. Oh non. Oui, vous entendez hurler monsieur Colin qui vient de perdre 4 ans. Oh non. Et Paul Ponce vaincu, parce que le Beaucairois exulte. C'est la première fois de toute sa carrière qu'il te bat, je crois. Oui, ça, je lui serre la main, hein. Bien entendu. Monsieur de Perfit est abasourdi, l'ensemble du public est abasourdi. Je pense que nous restons et Bobby, oui. Vous êtes et Bobby, exactement. Et vous vous retrouvez donc tous ensemble avec Monsieur de Perfit dans les loges, juste derrière, près du vaincu. Monsieur Ponce, bravo quand même pour votre formidable combat. Permettez-moi de vous présenter Louis-Amédée Dupuis de Perfit, un admirateur de votre personne. Monsieur Dupuis de Perfit. Un grand admirateur, dit-il en te serrant la main. Je suis vraiment surpris, le Beaucairois d'habitude n'est pas du tout à votre hauteur. Que s'est-il passé? C'est votre vieille blessure, c'est ça? Et ça, et puis je lui ai tout appris. Et oui, il ne faut jamais combattre avec ses élèves. Écoutez, chers amis, pour vous remercier de cette excellente soirée et pour, réconforter notre ami du Vaucluse, permettez-moi de vous inviter à manger. J'ai une table chez Maxims qui m'attend. Avec plaisir. Vous me voyez fort ravi de cette invitation, monsieur Dupuis de Perfit. Je ne vais certainement pas dire non. Eh bien, allons-y, je vais commander des fiacres. On parle de fiacre depuis tout à l'heure, mais on est en 1899, c'est bien ça? Il y avait des voitures, des automobiles déjà, non? Oui, un petit peu. Un petit peu. Un tout petit peu. C'est encore une curiosité dans les rues, mais ça commence à se développer vite. Donc le temps de discuter moyens de locomotion, vous arrivez chez Maxims. Comment orientez-vous la conversation avec Monsieur de Perfit? J'aurais tendance à dire que nous lui faisons profiter de la soirée jusqu'au dessert, avant de l'interroger peut-être. Très bien. Je suis d'accord. Histoire de profiter du restaurant, clairement. Le repas passe, c'est succulent, c'est copieux. Et un peu plus tard, vous vous retrouvez à l'arrière-salle à partager un cigare. Monsieur de Perfit semble même agréablement surpris que Mademoiselle Lépine les ait rejoints. C'est masculin. Ça te place déjà chez les aventurières. Mais je n'ai pas pu m'ôter de la tête qu'il y avait derrière votre invitation quelques demandes.
Eh bien écoutez, pour être tout à fait honnête avec vous, mon cher ami, nous sommes là en vérité pour une autre demande un peu plus particulière. Est-ce que le nom de Gaston Privas éveille quelque chose chez vous? Bien entendu, je connais ce jeune garçon. C'était mon coursier personnel, mais je ne sais pourquoi, tout d'un coup, il n'est plus venu au travail. J'avais pourtant une grande confiance en lui. Il s'avère que sa mère, inquiète de sa disparition qui remonte maintenant à 1 semaine... Excusez-moi, vous me dites qu'il aurait disparu? Absolument. Grand Dieu. Moi, je pensais tout simplement qu'il avait abandonné le travail. Je lui avais offert un vélo et je me suis dit, ah bah voilà, le petit bougre, il a gardé le vélo et il ne vient plus travailler. Comme je vous le disais, sa mère s'est tournée vers nous, afin d'éclaircir le mystère de sa disparition. Oui. Et la piste de notre investigation remonte jusqu'à vous. Comment se fait-il que vous ayez rencontré un garçon comme Gaston Privas? Comme beaucoup de belles rencontres, je suppose, par hasard. Sa mère travaille dans une usine, une filature, hein, peut-être l'avez-vous rencontrée du coup, la filature Mercier, et il se trouve que Mercier et moi avons des intérêts communs. J'ai croisé le jeune Privat alors qu'il courait en sortant de l'usine, rejoindre sa mère ou je ne sais quoi, et quand je l'ai vu, je me suis dit que voilà un petit drôle qui me semble vif, et j'avais besoin d'un garçon vif pour un projet personnel, qui concerne Mercier d'ailleurs. Comme vous le savez, je suis féru d'activités sportives et je suis en train de monter, comment dire, une espèce de cercle de sport avec d'autres amis jeunes entrepreneurs. Et eh bien Gaston nous servait de coursier pour nous aider à communiquer nos petites idées sur notre cercle, chercher un lieu, tout ça. Donc il parcourait Paris avec ce vélo que je lui avais offert pour communiquer avec les autres membres de mon cercle. Cette rencontre remonte à combien de temps? J'ai rencontré le jeune Gaston, je dirais, il y a un petit peu plus d'1 mois de cela. J'ai décidé de l'engager il y a environ 3 semaines. J'ai commandé son vélo, il a travaillé pour moi environ 1 semaine avant de partir, mais pendant cette semaine-là, il a donné toute satisfaction. Quand vous dites qu'il a disparu, il a disparu juste après que vous l'ayez envoyé faire une course, ou c'est juste un matin, il s'est pas présenté Non, je venais de l'envoyer faire une course. Peut-on savoir laquelle? Eh bien, je lui ai remis une enveloppe et il devait se rendre quartier de la Bourse. Il devait aller rue de la Rochefoucauld. Et du coup, le gars chez qui vous l'avez envoyé, on peut peut-être savoir son nom? Oui, c'est un notaire, un ami à moi, Maître Cornet. Savez-vous si Maître Cornet a bien reçu le garçon ce jour-là? Je sais de source sûre qu'il ne l'a pas vu arriver. C'est comme cela que, d'une certaine manière, j'ai été mis au courant de sa disparition. Évidemment. Mais le pli n'était pas d'une importance non plus absolument capitale. Du coup, j'ai cessé d'y penser. À tout hasard, peut-on savoir, s'il vous plaît, ce qu'il y avait dans ce pli? De simples petits documents sur l'organisation de la... Comment dire, de l'inauguration de notre cercle. D'accord. Et ce cercle a un nom? Le cercle Omnisport Saint-Michel. Vous dites donc que ce jeune homme vous apportait une totale satisfaction. Il ne se montrait pas fouineur. Non. Vous avez l'assurance qu'il n'a jamais ouvert les plis qui n'étaient pas destinés à lui, c'est-à-dire tous. Bien entendu. Rien à lui reprocher. Ah non, il était même d'une célérité à toute épreuve. Il connaissait Paris sur le bout des doigts. Il allait très vite. Il manifestait un grand plaisir à évoluer sur sa bicyclette. J'en étais fort ravi de le voir aussi content. Et lui connaissiez-vous des ennuis quelconques, avec quelque personne que ce soit? Roi, je vais être très franc, il me satisfaisait comme employé, je n'allais pas non plus m'étendre sur sa vie. Bien sûr. Bien écoutez, je crois que nous n'allons pas vous embêter plus longtemps. Mais écoutez, ça ne m'arrange bien car, je dois vous avouer, il se fait un petit peu tard, la soirée fut riche, je vois que Monsieur Ponce est complètement défait, mais vous aurez votre revanche, mon ami. Si vous voulez, nous l'organiserons dans notre cercle. Oui, mais ce qui m'ennuie, c'est que je vais louper les championnats du monde de 1900, hein. Et ça m'embête. Je ne sais quoi vous dire. C'est une perte pour la lutte. Sur ce, mademoiselle, messieurs, il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte, je m'en vais me retirer. Eh bien, bonne nuit à vous, monsieur de Perfit, et merci pour cette noble invitation. Les remerciements sont pour moi. Bonne soirée, chers amis. Merci, monsieur Perfit. Bonne soirée. On va donc rentrer chez moi.
Une fois chez Monsieur Mauroy, prenez-vous du repos ou parlez-vous entre vous avant de vous coucher? Messieurs, dames, désolé, mais la fatigue s'empare de moi. Je vais donc me coucher et prendre congé de vous. Peut-être voulez-vous un verre, cher ami, pour vous remettre de ces émotions? Avec grand plaisir. Ah bah je dirais pas non. Très bien. Louis! Donc Louis, qui, je ne le cache pas, a de petites cernes sous les yeux, vous amène une collation, donc du brandy, pour tout le monde. Messieurs, je ne sais que penser de ce qui s'est passé ce soir. Cette affaire est donc probablement plus importante que ce qu'il nous semblait au premier regard. Oui, c'est fâcheux. Et vous pensez que monsieur de Pierrefitte, il nous cachait quelque chose ou Très difficile à dire. Il avait l'air sincère. Et puis j'ai du mal à m'imaginer en quoi un individu tel que lui, intervenant à des sphères assez hautes, pourrait avoir avec un gamin tel que Gaston Privas. Je trouve moi-même assez louche l'histoire qu'il nous a racontée quant à sa rencontre avec Gaston. Et peut-être Monsieur Mercier pourrait-il éclaircir cette situation. La piste vaut le coup. En revanche, notaire, nous pouvons peut-être avoir les moyens, qui actuellement sont en train de dormir, de le faire parler. Peut-être pourrions-nous demander à Madame Privas si nous pourrions accéder à la chambre de Gaston. Peut-être gardait-il quelques documents ou quelques affaires personnelles qui pourraient nous mettre sur une piste supplémentaire. Bien sûr, nous aurions peut-être déjà dû le faire auparavant, oui. Voulez-vous vous en charger? Avec grand plaisir. Dans ce cas, j'irai voir le notaire avec Monsieur Ponce demain. Nous laissons passer la nuit. Donc, refaisons un tour de table pour vite voir où chacun va. Monsieur Mauroy et Monsieur Ponce, vous allez? Les faire parler à notaire. Mademoiselle Lépine, vous allez? Je vais aller voir la chambre de Gaston Privas pour voir si je trouve des indications, puis je rejoindrai ces messieurs chez le notaire. Et Monsieur Collin? Ben moi, pour ma part, je me levais de bonne heure et puis j'ai commencé à faire le chemin de chez de monsieur Pierrefitte jusqu'au quartier de la Bourse. Et puis j'ai demandé aux gens à droite à gauche s'ils savent quelque chose. Monsieur Ponce et Monsieur Mauroy, chez le notaire. Donc, vous lui demandez quoi? On va aller droit au but. On va axer la conversation directement déjà sur sur ce jeune Gaston Privas. Oui, il n'est pas surpris. Pierrefitte lui avait dit que vous lui en aviez parlé la veille au soir. Ils se sont vus dans une réunion très tôt ce matin. Vous êtes matinal, monsieur Cornet. Les affaires n'ont pas d'heure, mon cher monsieur Ponce. Ça, c'est sûr. Malheureusement, je n'ai pas grand-chose à vous en dire. C'était l'employé de Pierrefitte. Je l'ai croisé 3 fois, il m'a remis un pli et il est reparti sur son vélo. Et ce matin-là, je savais qu'il devait venir, je ne l'ai pas vu. J'ai envoyé un câble au siège social de l'entreprise de monsieur Pierrefitte qui m'a répondu qu'il avait bien envoyé le coursier. Fin de l'affaire, en ce qui me concerne. Vous êtes bien conscient que si vous ne dites pas la vérité, vous n'allez pas passer l'hiver. Est-ce une menace, monsieur Ponce? Voilà, je dis juste qu'il faut savoir se couvrir. Surtout à l'époque où nous sommes. Monsieur Mauroy, pourriez-vous retenir vos gorilles? Écoutez, nous avons des questions, nous aimerions avoir des réponses. Certes, mais à quel titre? Au titre que la vérité mérite d'être connue. Qu'un jeune garçon innocent plein de bonne volonté a disparu, nous aimerions faire toute la lumière sur cette affaire. Si votre quête de vérité est fort louable, j'ai quant à moi d'autres devoirs qui sont ceux de la prestation de serment de notaire et notamment celui de la confidentialité. Donc, vous admettez qu'il y a une information que vous ne voulez pas communiquer. Donc, j'admets que j'aimerais que vous sortiez de chez moi. Et si nous n'avons pas envie? Eh bien, je m'enverrai dans l'obligation de porter plainte. Mais il va falloir que vous sortiez de votre appartement pour porter plainte. Monsieur Ponce, je ne pense pas que vous ayez des protections suffisamment haut placées pour vous épargner le bagne, si vous vous en prenez physiquement à moi. Lui non, mais moi si. Peut-être pouvons-nous parvenir à un arrangement, monsieur Cornet. Toute information a un prix, nous sommes d'accord. Donc, commençons à parler affaires, cela me convient. Mettons que nous soyons face à un marché comme vous avez l'habitude de gérer et que, au lieu de racheter une part commerciale, je souhaite racheter une information et la confidentialité qui l'enveloppe. À combien vous en estimez le prix pour celle qui nous intéresse? 1000 francs. 1000 francs? Nous parlons de briser le serment sacré que les notaires prêtent.
Bien sûr. Je préfère l'or au papier. Très bien, considérons que notre marché est conclu alors, monsieur Cornet. Très bien, j'en serais Raccrochez-le, ravi. s'il vous Mais plaît. monsieur Mauroy, vous êtes pas fada ou 1000 francs. Bref, Il y a quelque chose que De Perfit ne vous a pas dit. Le petit Privas a disparu avec non seulement le courrier qui m'était destiné, mais un ensemble de courriers, dont plusieurs n'étaient pas de la livraison du jour. Il semble que monsieur Gaston Privas se soit mêlé d'affaires de monsieur Perfit et, je ne sais pas, peut-être veut-il le faire chanter, ou je ne sais quoi d'autre. Mais en tout cas, il a disparu avec un bon paquet de documents que monsieur Perfit aimerait retrouver à tout prix. connaissez-vous la nature de ces documents? Je pense vous en avoir déjà trop dit, et en dire plus, disons, pourrait affecter mon état de santé. Il y a un tas de choses qui pourraient affecter votre état de santé, monsieur Cornet. Je n'ai pas compris, monsieur Mauroy, mais ça veut dire qu'il faut que je la tape? Non. Très bien, nous en resterons là alors. Vous aurez vos 1000 francs ce soir. Messieurs, la sortie est par là. Bonne journée. Vous de même. Je vous serre pas la main, hein. Non, Venez, monsieur Ponce. Ponce. Je pense que vous devriez reprendre l'entraînement. Après tout, vous avez le temps, les championnats du monde sont dans si longtemps pour vous. Venez, Paul. Et nous sortons. Vous sortez et nous rejoignons un autre quartier de Paris où sous une pluie drue, tandis que les gouttes de pluie sonnent sur le toit, tu explores, Mademoiselle Lépine, la chambre de Gaston Privat. Et qui trouves-tu, après avoir fait une fouille minutieuse, un ensemble d'enveloppes? Je vais les emmener avec moi et je prendrai le temps de les consulter et de les analyser dans un endroit plus sûr. Je vais en profiter pour réconforter la mère et lui dire que, effectivement, son fils avait trouvé un travail et que nous sommes en bonne voie pour le retrouver. Alors là, elle est très contente. Quant à monsieur Collin, vos recherches, quoique humides, furent fructueuses. Vous avez retrouvé le vélo. Alors, vous avez cru retrouver Gaston, mais c'était pas le bon adolescent qui était sur le vélo. D'accord. Tu retrouves un petit gamin de rue, du nom de Marcel, qui te jure ses grands dieux que Gaston lui a donné le vélo. Ah, il me prend pas pour un branque, il t'aurait pas filé un vélo de cette valeur. Bon d'accord, en fait c'est pas lui qui me l'a donné. Vas-y, crache le morceau, gamin. C'est Jules Lémirette. C'est bon, bah c'est comme qui dirait un petit gars aussi, mais qui a un très bon ami de Gaston, et c'est Gaston qui lui a donné le vélo. Sauf que Jules Lémirette, ben il y a quelqu'un comme vous qui cherchait le vélo, bon ben lui a mis une avoine, mais l'avoine grand format, vous voyez. Du coup, c'est Jules Lémirette qui m'a donné le vélo, parce que lui, il peut pas en faire. Et ce vélo, il paraît qu'il porte malheur. D'ailleurs, Calme-toi, gamin. Tu l'as vu, Jules Lémirette, se faire tabasser par l'autre gars, là? Non, mais j'ai vu dans quel état qu'il est. Ouais, mais l'autre gars, du coup, tu l'as pas vu? Ah non, et puis alors si je le vois, je vous jure que je gagne Paris-Roubaix en 5 minutes. Donc tu sais à quoi il ressemble? Bah, Tu l'as pas vu, mais si tu le vois, tu le reconnais. Tu me prends un peu pour un branque. oh là là, on vous la fait pas à vous. Ah bah non, on me la fait pas, non. Ouais, Allez, raconte. eh ben, c'est la pogne. La pogne. Ça me dit quelque chose? Oh oui, c'est l'homme de main principal de Louis le Terrible. La boucle est bouclée. C'est la pogne qui aurait voulu récupérer le vélo, c'est ça? Exactement, même qu'il est moins sympa que vous quand il pose des questions. Ouais, mais moi, si tu me dis pas tout, je peux très bien me retrouver beaucoup moins sympa aussi. Par contre, si tu me dis tout, tu peux gagner 10 centimes. Bah, je crois que là, je vous ai déjà tout dit, à part que vous sauriez peut-être... J'aurais peut-être une question, c'est-à-dire que vous sauriez pas comment je pourrais revendre ce vélo? Non, par contre, tu peux me le donner et puis on n'en parle plus. Compte 10 centimes? Ouais. Oh. Bon, tu as acheté un vélo 10 centimes, bravo. Un vélo qui vaut 30 francs, Voilà. belle affaire. Bah, je vais profiter de ce nouveau véhicule pour me rendre un petit peu plus rapidement. Très bien. Tu veux te rendre où? Chez Monsieur Monroy. Très bien. De nouveau chez Monsieur Mauroy, vous pouvez... Passons le fait que vous mettez en commun vos informations, vous les avez donc toutes. Du coup, est-ce que on peut jeter un œil au courrier qu'a récupéré Mademoiselle Lépine? Tout à fait.
Vous voyez que ces courriers nous parlent exclusivement du cercle omnisport de Saint-Michel, mais que ce cercle cache sans doute d'autres activités que les activités omnisport. Notamment, il y a certains papiers qui sont des commandes à des entrepreneurs étrangers pour pouvoir construire des pièces secrètes dans le bâtiment principal du club, avec des spécifications assez étranges. C'est des plans qu'on a ou c'est uniquement des descriptifs? C'est des descriptifs rapides, mais enfin, en gros, une pièce circulaire d'environ 6 mètres de diamètre, en sous-sol, sous le... Du match clandestin. Monsieur Collin, ça lui fait plutôt penser à des activités occultes. Oui, c'est ça que je vais te demander. Est-ce que quand tu dis qu'il y a des spécificités un peu étranges, quel genre de spécificité? Toi, tu te dirais facilement qu'on peut faire des rituels là-dedans. Alors, lesquels, juste avec 3 lignes sur un plan comptable, tu saurais pas dire. Quelque chose me chiffonne, c'est que je ne vois pas le rapport qu'entretient la bande de Louis le Terrible avec toute cette histoire. Exact, la même question me taraude. Mademoiselle Lépine entend des grincements et des craquements de parquet. Louis a pris son jour de repos. La cuisinière a terminé son service. La gouvernante n'est pas là. Je vais faire signe à ces messieurs de continuer la conversation comme si de rien n'était et me lever discrètement. Quand tu ouvres discrètement la porte, en fait, tu vois la porte d'une autre pièce au bout du couloir se refermer doucement. Je vais y aller. Je vais regarder par le trou de la serrure. La pièce est dans la pénombre. Il y a sans doute une lampe à moitié dissimulée. Il y a tout petit peu de lumière à l'intérieur et tu entends distinctement quelqu'un qui fouille. Tu entends le bruit de tiroirs qui s'ouvrent et qui se ferment, de papiers qui frottent, et des petits chuchotements de « Merde, c'est où, ils sont où ?» Je vais revenir discrètement dans le salon et faire signe à ces messieurs, en particulier Paul, de me suivre silencieusement. Je pense qu'il faut que nous intervenions de façon musclée. Bien. J'essaye d'être discret, du coup. Monsieur Monroy prend son clic-clac. Monsieur Collin prend son revolver également. Monsieur Ponce prend ses mains. Je vais leur indiquer la porte du bureau. Messieurs, c'est à vous. Eh bien, entrons. Alors, je ne défonce pas la porte parce que je suis quelqu'un de bien élevé et je ne suis pas chez moi. Tout à fait. Mais je l'ouvre violemment. Elle claque violemment. Quand vous entrez, tu n'as pas le réflexe, mais Monsieur Monroy a le réflexe parce qu'il est chez lui, il est un des rares Parisiens à avoir l'électricité. Il active l'interrupteur. Et vous voyez un jeune garçon qui se retourne avec plein de papiers dans les mains en train de fouiller et qui... Oh les mains! Il commence à pleurer immédiatement, il se met à jouer. Ne tuez pas, c'est pas la peine de me caler, je ne dis rien, je suis pour rien, ne tuez pas! Baissez vos armes, messieurs, voyons. Et haut les mains quand même, hein. On range nos armes. Il garde les mains en l'air, du coup. Qu'est-ce que tu fous là, gamin? Les papiers, il faut que je récupère les papiers. Sinon, ils vont faire quelque chose à ma mère, je vous jure, les papiers. Il faut vraiment que je récupère les papiers. Quel papier? Qu'est-ce que tu cherches? Mais bien sûr, les papiers! Gaston Prévasse? Oui, c'est lui. C'est toi. Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial, ces papiers, Gaston? Là, il est vraiment paniqué, il arrête juste de dire en boucle les papiers, il me les faut, sinon ils vont faire quelque chose à ma mère. Bon, écoute, gamin. Ta mère, c'est elle qui nous a mis sur le coup, elle nous a demandé de te retrouver. Donc... t'es en sécurité, avec nous il pourra rien t'arriver. Mais on s'en fout de moi si vous me donnez pas les papiers que je leur rends pas. Peut-être que Monsieur Ponce pourrait aller rapidement les chercher, à maman et la ramener ici. Peut-être si vous faites accompagné par Monsieur Collin, elle reconnaîtra tout de suite qui vous êtes. Ouais, je propose qu'on y aille tout de suite. Allez, Paul. Allez, on y va. Allons-y. Vous allez d'un bon pas, vous mettez un peu moins de 30 minutes pour arriver chez la mère. Pendant ce temps, chez Monsieur Monroy. Jeanne, pouvez-vous vous occuper du garçon? Je vais lui chercher de quoi boire et manger. Et ces papiers, pourquoi les avais-tu gardés? Parce que tout ce qu'il prépare là-bas, c'est horrible. Moi, je vous jure, il prépare des choses, et quand vous les voyez, enfin, c'est pas... Tiens mon garçon, calme-toi, du cognac, ça va te faire du bien. Vas-y doucement. Ah, c'est une boisson d'homme.
C'est pas tant ce que j'ai vu, mais je sais qu'ils préparent une pièce secrète là-dedans et des activités secrètes et quand ils sont entre eux, quand ils parlent des gens des usines, ils nous veulent du mal, et quand ils ont demandé à la pogne de péter la tête aux mirettes, le pauvre, ils lui ont dit qu'ils allaient tabasser ma mère si je récupérais pas ça. Tu veux dire que Monsieur de Perfit travaille avec le gang de Louis le Terrible? Disons qu'il les paye pour certaines bases œuvres. Dis donc, ce Louis le Terrible, tu l'as déjà rencontré? Oh oui. Louis le Terrible n'est pas Louis de Perfit. Non, Perfit est pire. Ah, as-tu déjà assisté à ce genre de réunion où ils parlent de leurs projets, enfin de leurs sombres projets? Ouais, vous savez, les gens comme nous, on a tendance à disparaître pour eux. Donc, ouais. Et je sais que tout ça, ça va finir en bain de sang. Sais-tu quand est-ce qu'ils ont prévu de commencer ce bain de sang? Franchement, ce serait bien si on rendait les papiers maintenant, même s'il y a vos amis qui sont là-bas. Je vous jure. Ils vont ramener ta mère, elle sera en sécurité ici. Rendez-leur les papiers, laissez-moi leur rendre les papiers, je vous jure, laissez-moi rendre les papiers. Vous approchez, mon cher monsieur Ponce et mon cher monsieur Colin, de le petit immeuble près de l'enclos du temple où vit normalement Madame Privas. Je vous suis, monsieur Colin. J'ouvre la porte, je rentre. Alors si la porte était fermée, je la crochette. Elle n'était pas fermée, elle était grande ouverte. Ah. Y a-t-il du monde dans l'intérieur? Ça dépend du point de vue. Vous voyez sur le petit lit le corps de Madame Privas. Elle est morte, sa tête faisant un angle plus que bizarre. Et il y a une petite lampe à huile qui coule doucement, et vous voyez que le filet s'approche doucement de la flamme d'une bougie qui a été laissée là. Je viens taper dessus avec mon pied pour éteindre tout ça. Et c'est sur le corps déformé de Madame Privas que nous allons cesser la séance de ce soir, chers amis. Oh non! Nous nous retrouvons au prochain épisode, après ce premier épisode intitulé « À bicyclette ». Merci de m'avoir prêté vos oreilles jusqu'au bout. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à noter, à commenter et surtout à partager. Vous trouverez en description bien sûr les sources et les crédits de cet épisode, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mon Patreon. Si vous désirez, pouvez vous permettre de soutenir ce podcast. On se retrouve très vite. Et n'oubliez pas, rêver, c'est résister.